Les archives d'Afrique, Alain Foka. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. L'évocation de son seul nom suscite près de 45 ans après sa disparition, toujours et encore beaucoup de passion. Il faut dire qu'on l'aime ou non, il a été l'une des figures les plus marquantes, à la fois de la lutte contre la décolonisation et du rejet des blocs qui divisaient le monde, mais également de l'indépendance de son pays, l'Égypte. La nationalisation du canal de Suez, c'était son idée. Le panarabisme, son combat. Gamal Abdel Nasser, le raïs égyptien. « 26 octobre 1954, Alexandrie. On célèbre ce jour le départ du colonisateur anglais, le retrait des forces anglais, le retrait des forces britanniques. Gamal Abdel Nasser, le président, donne un discours enflammé devant une foule en liesse. La cérémonie est retransmise en direct sur la télévision nationale, mais également sur les ondes des radios de tout le monde arabe. إخوان لكم في الماضي ويا من استشهد أبابكم أحتفل معكم اليوم بعيد الجلاء وبعيد الحرية بعيد العزة وبعيد الكرامة. D'un coup, alors que le raïs électrise, galvanise les foules comme il sait le faire, on entend plusieurs coups de feu. Les tirs partis des premiers rangs. Le raïs s'enflamme. Mes concitoyens, mon sang coule pour vous et l'Égypte. Je vivrai pour votre salut et mourrai pour le salut de votre liberté et votre honneur. Laissons-les me tuer. Cela m'importe peu, car j'ai insufflé la liberté, l'honneur et la liberté en vous. Si Gamal Abdel Nasser doit mourir, vous serez tous Gamal Abdel Nasser. Vous serez tous Gamal Abdel Nasser. Très rapidement, le tireur est maîtrisé par la sécurité. Mahmoud Abdelatif, un membre des frères musulmans. Le raïs Nasser est indemne. Malgré la panique des premiers moments de tir, seul un ministre soudanais a été blessé par des éclats de verre. Nasser, qui a vite repris ses esprits, refuse de fuir. Il improvise même un discours. La vie de l'Égypte ne dépend pas de celle de Gamal. Elle dépend de vous, de votre courage, du combat que vous mènerez. Luttez. Et si Gamal meurt, alors que chacun d'entre vous soit un autre Gamal. Une réaction qui va séduire des millions d'Égyptiens et d'Arabes. Gamal Abdel Nasser naît le 15 janvier 1918 dans un quartier populaire de Bakos, à Alexandrie. Il est le fils aîné d'Abdel Nasser Hussein, un fonctionnaire dans le service de la poste, et de Fatima Mohamed Harmat, la fille d'un commerçant alexandrin. Très tôt, le jeune Gamal va quitter la maison familiale pour aller à l'école. Hébergé par son oncle paternel, il vit dans un quartier populaire pendant 3 années, au cours desquelles il ne rentre à Al-Kataba que pour passer les vacances avec son frère, Es El Arabe, et ses parents. Le jeune Gamal avait coutume d'écrire à sa mère de longues lettres pour raconter les manifestations, pour raconter la fermentation des universités. Et un jour, il a reçu une lettre en réponse à ses missives, une lettre de son père, lui écrivant assez sèchement pour lui dire
textuellement ceci, ta mère est très occupée avec tes autres frères et sœurs, elle ne te répondra donc plus, ce n'est peut-être pas la peine de lui écrire si souvent. Malgré cela, Nasser avait continué à écrire, et puis, en retournant au village, plusieurs mois plus tard, il avait appris que sa mère était décédée. Une bien triste fin d'année donc pour le petit Gamal qui perd son plus important soutien. Il va rejoindre son père quelques années après à Alexandrie lorsqu'il y est affecté en 1929. Mais les relations du garçon avec lui ne sont pas des meilleures, surtout depuis qu'il s'est remarié avec une jeune fille, ce qu'il a du mal à accepter. Gamal Abdel Nasser va s'impliquer très tôt dans l'activisme politique. Après avoir assisté à des affrontements entre des manifestants et la police sur la place Manchia d'Alexandrie, il rejoint la manifestation sans trop connaître son objectif. La protestation, organisée par le parti nationaliste Jeune Égypte, exigeait en fait la fin de l'influence étrangère dans le pays. Ceci à la suite de l'abrogation de la Constitution de 1923 par le Premier ministre Ismaël Sidki. Nasser est arrêté et passe la nuit en détention avant d'être récupéré par son père. Mais sa conscience politique s'affermit. Le 13 novembre 1935, il mène une manifestation étudiante contre l'influence britannique à la suite d'une déclaration du secrétaire d'État anglais Samuel Warre dans laquelle il rejetait l'idée d'une restauration de la Constitution de 1923. 2 manifestants sont tués et Nasser est légèrement blessé à la tête par une balle. L'incident va lui valoir de figurer pour la première fois dans la presse. Le journal nationaliste Al-Jihad. Avec toutes ses activités politiques, Nasser n'assiste qu'à 45 jours de classe durant sa dernière année de collège. Il s'oppose au traité anglo-égyptien de 1936 qui prolonge le maintien d'une partie des bases britanniques en Égypte. Nasser reprend ses études à Al-Nada al-Masriya et quitte l'école avec l'équivalent du brevet d'études. Mais il s'est nourri de nombreuses lectures et a une solide culture littéraire. Il a lu le Coran, mais également les biographies des grands leaders nationalistes. Bien sûr, sa foi patriotique ne saurait se nourrir seulement de lectures et de manifestations. Cette année 1936, où il quitte le lycée, coïncide avec la signature du traité anglo-égyptien. Ce traité stipule que le canal est une voie de communication universelle et que sa défense sera assurée par les troupes britanniques. En 1937, Nasser postule à l'Académie militaire égyptienne réservée jusque-là aux enfants de l'aristocratie ou de la grande bourgeoisie. Seulement, l'accord conclu en 1936 avec l'occupant britannique fait sauter le verrou social et permet à l'armée égyptienne d'élargir son recrutement à la petite bourgeoisie, ce dont va bénéficier Nasser pour devenir officier. Mais son passé d'opposant au gouvernement va bloquer son admission. Déçu, il intègre la faculté de droit de l'université Fouad qu'il quitte au bout d'un semestre pour essayer à nouveau de rejoindre l'académie militaire. Pour faire tomber les barrières qui se dressent contre sa candidature, il décroche un entretien avec le sous-secrétaire à la guerre, Ibrahim Kera Pacha, le responsable des admissions. Il soutient la candidature de Nasser qui est approuvée à la fin de l'année 1937. 17 mois plus tard, en juillet 1938, Nasser est diplômé de l'académie. À cette époque, le rythme des promotions a été accéléré en vue de combler le déficit en effectifs causé par l'envoi des troupes britanniques à la région du canal de Suez. Une fois les études terminées, Nasser intègre aussitôt le corps d'infanterie et obtient son premier poste à Mankabat, près d'Assiout, où il fait la rencontre de Zakaria Moyeddine et d'Anwar El-Sadat. En 1939, à sa demande, Nasser est muté au Soudan où il sert à Khartoum et à Jabal al-Aliya, ce qui veut dire montagne des saints. C'est là qu'il fait la connaissance d'Abdel Hakim Amer. Il est promu premier lieutenant en mai 1940. L'armée égyptienne, à cette époque, n'était pas une armée de combattants. Et il était dans l'intérêt des Britanniques de la maintenir ainsi. Sauf que, par la suite, a commencé à apparaître une nouvelle catégorie d'officiers qui considéraient leur avenir dans l'armée comme faisant partie d'une lutte plus grande en vue de libérer leur peuple. Nasser est arrivé à Mankabat plein d'idéaux, mais les cruelles déceptions l'attendaient lui et ses collègues.
Il écrit à son ami Hassan al-Nashar en 1941 depuis Jabal al-Awliya. Je t'avoue, Hassan, je ne sais plus par où donner de la tête. Mon plus grand défaut est d'être un homme honnête, qui déteste l'hypocrisie et ne sait ni flatter, ni faire le lèche-botte. Une personne pareille s'attire le respect de tous, sauf celui des supérieurs. Ces derniers sont offensés par ceux qui ne chantent pas leurs louanges, ni en vantent les mérites. C'est de l'orgueil et eux n'ont connu que la servilité sous l'occupation. Ils veulent qu'on devienne comme eux, qu'on vive ce qu'ils ont vécu. Et gare à celui qui ose contester. Ça me peine d'avouer que cette nouvelle génération a été empreinte par l'hypocrisie de la précédente. Et ça me peine de dire que nous nous dirigeons vers un fossé où l'hypocrisie et la flatterie servile se sont répandues entre les jeunes en raison de la fréquentation des responsables. Quant à moi, j'ai résisté et je résiste encore. Et c'est pourquoi je suis en perpétuelle hostilité avec ses supérieurs. Fin de citation. Aujourd'hui, nos troupes couronnent leur campagne par la conquête de Tobruk. Soldats allemands et italiens ont réalisé des choses surhumaines pendant ces combats. Ils ont vaincu les obstacles, les champs de mines avec un enthousiasme formidable. Plus d'un est tombé, mais la victoire est sûre. Avec la chute de Tobruk, la route de l'Égypte est dégagée. Rommel écrit à sa famille, plus que 150 kilomètres pour être à Alexandrie. Si l'Égypte est, comme on le dit, l'allié perpétuel de l'Angleterre, ils sont un certain nombre dans l'armée égyptienne à éprouver des sympathies pour cet Afrika Korps qui avance et fait partout reculer le colonisateur anglais. Pas par sympathie pour les idéaux de Hitler, mais parce qu'ils voient dans cette armée la force capable de ruiner l'ennemi anglais. Certains amis de Nasser vont d'ailleurs être pris alors qu'ils essayaient de rejoindre Rommel à l'instigation du vieux maréchal turc Aziz el-Masri. Hassan Ibrahim, Hassan Sabri, Anwar el-Sadat sont ceux qui seront pris. Comme le maréchal Rommel ne cessait d'avancer, les Égyptiens croyaient que lui et sa Wehrmacht venaient les délivrer de la puissance britannique. Les gens criaient « Vive Rommel !» selon le dicton « L'ennemi de mon ennemi est mon ami ». Le moteur de la résistance est un groupe d'officiers égyptiens, les officiers libres. Parmi eux, le futur président Sadat. Il écrit dans ses mémoires: Nous étions en contact permanent avec le quartier général allemand et agissions en parfaite entente avec lui. Si Nasser ne fait pas ce choix de se rallier à l'Axe, il s'indigne lorsque, dans la nuit du 4 au 5 février 1942, l'ambassadeur britannique Miles Lemson fait encercler le palais du roi Farouk pour exiger le renvoi du premier ministre Hussein Siri Pacha, en raison de ses sympathies pour l'Axe. Pour Nasser, qui est sur le front à Al-Alamein, c'est une violation flagrante de la souveraineté égyptienne. Il va participer à l'indignation générale et apporter son soutien à un jeune officier général encore inconnu qui envoie sa démission au souverain. Cet officier s'appelle Mohamed Neguib, futur président de l'Égypte. L'espoir que suscitait pour eux l'avancée de l'Afrika Korps va être de courte durée, puisqu'elle est stoppée par la résistance et l'organisation de l'armée britannique à El-Alamein. Mais cette violation de la souveraineté, cette humiliation faite au pouvoir égyptien par les Britanniques, a conforté Nasser dans sa volonté de mettre sur pied une force de résistance. Promu capitaine et nommé instructeur à l'école militaire d'Amassié, il commence à rassembler autour de lui un groupe de camarades. Sarwat Okasha, Saleh Salem, Khaled Mouhieddin et Anwar el-Sadat, qui lui a noué des relations avec les frères musulmans, la grande confrérie ultranationaliste qui emploie aussi des méthodes terroristes. Le jeune officier va épouser en juin 1944 Taheya Mohamed Kazem, la fille d'un ressortissant iranien. Ils auront ensemble 2 filles, Oda et Mona, et 3 garçons, Khaled, Abdelhamid et Abdelhakim. L'année 1945 marque pour beaucoup la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais pour Nasser, elle symbolise surtout la création du mouvement des officiers libres. In the words of the greatest American, we have striven to do the right as God gives us to see the right. Jusqu'au bout, le délégué pakistanais essaye de convaincre qu'un partage provoquera un bain de sang. Avec l'Iran et la Yougoslavie, il propose un plan d'État fédéré. Ukraine
Yes. Ukraine. South Africa. Oui. Afrique Yes. du Sud. Oui. Soviet Union. Union soviétique. Yes. Oui. United Kingdom. Royaume-Uni. Abstain. Abstention. United States. États-Unis. Yes. Oui. Uruguay. Uruguay. Yes. Oui. Venezuela. Venezuela. Yes. Oui. Yemen. Yémen. No. Non. Yugoslavia. Yougoslavie. Abstain. Abstention. The resolution La résolution du comité ad hoc pour la Palestine a été adoptée par 33 voix contre 13 et 10 abstentions. Ce plan de partage de la Palestine adopté par les Nations Unies en septembre 1947 va être l'élément de trop qui va renforcer la détermination de Nasser et de ses compagnons d'armes à structurer leur mouvement. Ils estiment que le moment est venu pour eux de défendre les droits des Arabes et contre ce qu'ils considèrent comme une violation non seulement de la justice internationale, mais également de la dignité humaine. Ils vont soutenir la résistance palestinienne. 15 mai 1948. Nous sommes solennellement réunis, nous, les membres de l'Assemblée du peuple représentant des Juifs de Palestine et du mouvement sioniste, en ce jour de la cessation du mandat britannique, en vertu de nos droits naturels et historiques et de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies. Nous proclamons la création d'un État juif sur la terre d'Israël qui portera le nom d'État d'Israël. Ben Gourion proclame la naissance de l'État d'Israël. Le même jour, les armées arabes entrent en Palestine. Parties d'Égypte, de Transjordanie, d'Irak et du Liban, elles se sont donné rendez-vous à Tel Aviv. Elles promettent la destruction de l'État juif, le renvoi des sionistes à la mer et le retour rapide des réfugiés. Elles promettent, je cite, que ce qui a été écrit en noir à New York sera effacé en rouge en Palestine. Gamal Abdel Nasser prend part à ces combats en Palestine. Il a été nommé commandant adjoint quelques mois plus tôt. Il est à la tête du 6e bataillon d'infanterie. Mais il déplore le manque de coordination des armées arabes et l'impréparation de l'armée égyptienne. Il est amer et sceptique à l'égard des armées arabes, mais surtout indigné par le comportement du commandement qui est plus préoccupé à s'emparer de la plus grande superficie de terrain possible indépendamment de sa valeur stratégique. Nasser est légèrement blessé sur le champ de bataille alors que ses forces sont encerclées par l'armée israélienne dans la poche de Falloujah. Ses demandes de soutien à la Légion arabe jordanienne sont refusées, mais son unité ne veut pas se rendre. À la fin de l'année 1948, les armées arabes sont vaincues. Les négociations entre Israël et l'Égypte aboutissent finalement à la cession de Falloujah à l'État hébreu. 8 octobre 1951. Nahas Pacha, qui a été nommé Premier ministre après la victoire de son parti, le Waft, surfant sur la vague des mécontentements qui grondent dans la population, soutenu par le sentiment anti-britannique qui enfle, fait voter par le Parlement la dénonciation du traité anglo-égyptien de 1936 qu'il avait lui-même signé. Que stipule ce traité signé au moment où le roi Farouk craignait que l'Italie envahisse l'Égypte lors de la seconde guerre italo-abyssienne? Il établit que le Royaume-Uni évacuerait toutes les troupes britanniques présentes sur le sol égyptien, à l'exception de 10 000 hommes nécessaires à la protection du canal de Suez et de ses rives. De plus, le Royaume-Uni s'engage à approvisionner et à entraîner l'armée égyptienne et à lui venir en aide en cas de guerre. C'est toutes ces dispositions que le Premier ministre Nahas Pacha remet en cause. Il remet également en cause les conventions établissant un autre accord anglo-égyptien signé en 1899, accord selon lequel l'Égypte et le Royaume-Uni devaient exercer conjointement la souveraineté sur le Soudan. Mais dans les faits, les Britanniques gouvernent seuls la région. En remettant en cause toutes ces dispositions, le gouvernement rend la présence militaire britannique dans la zone de canal de Suez illégale. Cette position est un coup politique extraordinaire pour le vieux Premier ministre qui, malgré ses 75 ans, prend le risque de la confrontation armée. S'il a le soutien des nationalistes, d'une grande partie de la population, mais également des officiers libres de Gamal Abdel Nasser, il va faire face à la colère des Anglais qui ne sont pas prêts de partir. L'affrontement est inévitable et les officiers libres
prêt à prendre part à cette mutation comme nous allons le voir dans une dizaine de minutes dans la suite de cette série d'archives d'Afrique consacrée à Gamal Abdel Nasser d'Égypte. Mais tout de suite, une nouvelle édition du journal du RFI. Et on se retrouve juste après. Les archives d'Afrique, Alain Foka. Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Il est évident que pour parvenir à la paix, les Israéliens doivent arrêter leur politique d'expansion. S'ils continuent dans cette voie, il n'y aura pas de paix. Les leaders israéliens parlent tous d'expansion au Golan, au Sinaï et dans certaines parties de la rive ouest. Si nous voulons et si la communauté veut la paix, ils doivent comprendre que l'expansion doit être interdite. Rien a priori ne prédisposait ce jeune officier d'origine modeste, né dans une banlieue populaire d'Alexandrie, d'un père fonctionnaire des postes, à devenir l'une des principales figures du panarabisme et de la lutte contre la colonisation. Près de 45 ans après sa disparition, son seul nom suscite encore et toujours de la nostalgie chez des millions d'Égyptiens, même si la critique vis-à-vis de certains de ses choix reste vivace dans certains milieux intellectuels. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Gamal Abdel Nasser, le raïs égyptien qui, en cette fin d'année 1951, salue l'acte de Nahas Pacha, le Premier ministre, revenu au pouvoir à la faveur de la victoire de son parti, le Wafd. Nahas Pacha qui, dans un élan nationaliste ou pour retrouver le soutien d'une population déçue, désabusée par sa politique, a décidé de dénoncer le traité anglo-égyptien de 1936 qu'il avait lui-même signé et qui permettait aux Anglais de garder sur le sol égyptien, pour protéger le canal de Suez et ses rives, 10 000 soldats. Le traité était signé pour 20 ans. Mais le Premier ministre choisit donc unilatéralement d'y mettre fin, de l'abroger. Une décision qui suscite naturellement la colère de la Grande-Bretagne. La crise est examinée avec beaucoup de sérieux par les responsables londoniens. La Grande-Bretagne est manifestement de plus en plus préoccupée par les évolutions dans cette région. Si en 1946, elle pouvait envisager favorablement une évacuation du territoire égyptien, 4 ans plus tard, elle n'entend plus quitter les rives de l'isthme de Suez. Les données internationales sont dorénavant celles de la guerre froide et il importe de protéger la zone hautement stratégique que représente le Moyen-Orient en raison de son pétrole et de son axe de communication maritime majeur des visées soviétiques. Les événements d'Iran et de Turquie ont montré précédemment tout l'intérêt que l'Union soviétique porte à cet espace. Aussi, dans une période de nouvelle offensive soviétique marquée par la crise de Berlin, puis le déclenchement de la guerre de Corée, les Britanniques estiment qu'il est indispensable qu'ils soient présents au cœur de la région pour protéger les États moyen-orientaux de la menace communiste. La guerre israélo-arabe, qui a révélé 2 ans auparavant la faiblesse des armées arabes, les conforte dans leur analyse. Ces dernières seraient incapables de contenir une agression, ne serait-ce que le temps de voir des renforts alliés arriver. Mais la population égyptienne, dans son écrasante majorité, est favorable à ce choix du Premier ministre Nahas Pacha d'abroger ce traité de 1936. Elle le soutient et commence même une série presque ininterrompue de manifestations, appuyée par une guérilla discrètement entraînée et formée entre autres par les officiers libres de Nasser. En réalité, cette décision du Premier ministre a réveillé le sentiment nationaliste des Égyptiens qui supportent de plus en plus mal la présence britannique. Ils vont être plus de 10 000 manifestants dans les rues du Caire ce 16 octobre 1951. Alors que l'Égypte se prépare à abroger son traité avec la Grande-Bretagne, les regards se tournent vers le canal de Suez. Construit par le français de Lesseps il y a plus de 80 ans, le canal qui mesure près de 160 km relie l'Europe à l'Est.
Il est gardé par l'armée britannique sous l'égide du traité dont l'Égypte veut maintenant se défaire. C'est le gouvernement du roi Farouk qui a dénoncé ce traité, ainsi que celui qui concerne le Soudan. Le chef de l'état-major américain, le général Rambley, est en ce moment en route pour la Turquie, le dernier membre de l'Alliance de défense occidentale. Une visite en Égypte est ensuite prévue. C'est là que réside notre dernier espoir d'obtenir un accord amical. Si personne n'ignore en ce mois d'octobre 1951 que la dénonciation du traité de 1936 est une manœuvre du cabinet Nahas pour affermir son autorité chancelante, il n'empêche que celle-ci répond à un désir profond de la population égyptienne. De nombreuses initiatives expriment son enthousiasme patriotique. À Alexandrie, par exemple, le conseil municipal décide, je cite, de faire enlever toutes les plaques des rues de la ville portant des noms de militaires britanniques. Ont ainsi été débaptisées la rue Kitchener, personnage mythique qui rendit le Soudan à l'Égypte, celle du maréchal Allenby qui repoussa les attaques turques contre le canal de Suez pendant la Première Guerre mondiale. Ce n'est pas tout. Les mouvements nationalistes proposent également l'instauration d'un boycott économique comme moyen susceptible de provoquer le départ des Anglais en compromettant leurs intérêts dans le pays. Dans cet esprit, les chambres égyptiennes de commerce invitent leurs membres à s'abstenir, je cite, d'importer des biens britanniques en prélude à la rupture des relations commerciales entre la Grande-Bretagne et l'Égypte. Fin de citation. Le mouvement de grève des dockers de Port Saïd, de son côté, a pour but de désorganiser l'approvisionnement des militaires et de leurs familles stationnées dans la zone du canal. La décision des douanes de retenir les biens destinés aux Britanniques, même lorsque les droits de douane ont été acquittés, poursuit le même objectif. La police, les frères musulmans, les escadrons de la libération, sans oublier la presse, tous participent activement à cette campagne qui, de la menace de déchéance de la nationalité égyptienne à la violence physique, utilise tous les registres possibles. La religion est même utilisée pour chasser les Anglais. Dans toute cette agitation, cette mobilisation, Nasser, même s'il reste discret, s'emploie avec les officiers libres à exciter et à sensibiliser les populations. Avec la mobilisation révolutionnaire, ont paru les tracts des officiers libres, imprimés et diffusés clandestinement. Ces imprimés ont appelé à la restructuration, l'armement et l'entraînement adéquat de l'armée au lieu de se limiter aux réceptions et aux spectacles. Ils ont également appelé les gouverneurs à cesser le gaspillage des fortunes du pays et à rehausser le niveau de vie des pauvres. Ils ont aussi critiqué la commercialisation des grades et des médaillons. À cette période, le scandale des armes défectueuses a été divulgué, outre les scandales économiques entachant le gouvernement wafdiste. La position des frères musulmans est plus radicale encore. Il ne s'agit plus seulement de rompre les liens avec les Britanniques, mais d'engager la lutte armée contre eux. Plusieurs mois durant, la guerre du canal met aux prises les Britanniques à des agitateurs dans des affrontements parfois meurtriers. At Southampton, 783 evacuees arrived from the canal zone. Sur la côte anglaise, ce sont 783 personnes évacuées, dont 460 enfants qui reviennent du canal de Suez. Une fois que l'armée décida d'évacuer la zone du canal, le SS Atlantis en partance de la Nouvelle-Zélande pour l'Angleterre fut ordonné d'emmener les réfugiés en sûreté. Aujourd'hui, ils disent au revoir à l'infirmerie du navire et bonjour à notre Angleterre froide et venteuse. Mais une grosse surprise attendait certains sur le rivage. Après de terribles au revoir à Suez, de nombreuses femmes ont eu la joie de découvrir que leur mari était rentré en avion avant elles. L'Angleterre n'était pas, après tout, le pire des endroits pour rentrer à la maison. Craignant de voir les Égyptiens introduire un nouveau protagoniste dans la question de la défense moyenne-orientale, les Anglais ont obtenu des Américains au printemps 1950 la reconnaissance de leur responsabilité pour la défense de cette zone. Les États-Unis, peu enclins par tradition à s'engager hors d'Amérique, ont accédé facilement à cette requête. Leur engagement en Asie à partir de 1950 les conduit plus encore à se reposer sur leur allié outre-Atlantique pour la défense de l'Égypte et du canal de Suez. Les Britanniques veulent donc montrer à leur partenaire occidental qu'en situation de crise, ils ne fléchissent pas. La présence militaire dans la zone du canal qu'ils défendent pendant la crise de 1951-52 est, à leurs yeux, la garantie du maintien de leur influence dans la région. Les diplomates français appuient ce point de vue, estimant même qu'un abandon britannique atteindrait par contre-coup les intérêts de tous les pays européens
dans le monde arabe. 25 janvier 1952, 6 heures du matin. Les forces britanniques, placées sous le commandement du général Erskine, encerclent le poste de police et le bureau sanitaire dont les bâtiments ont provisoirement été attribués au Boulouk Nizam. Un ultimatum est simultanément envoyé au sous-gouverneur d'Ismaïla et au général commandant de la police, les informant que cette opération vise à désarmer la police auxiliaire et à l'évacuer hors de la zone du canal. Tous les hommes présents dans l'un et l'autre immeuble sont sommés d'en sortir pour permettre aux Britanniques d'accomplir leur tâche. S'ils n'obtempèrent pas, les Britanniques se verront contraints d'employer la force. Le général seul fait parvenir une réponse. La police auxiliaire et régulière résistera conformément aux ordres du gouvernement égyptien. Les Britanniques donnent l'assaut. À la fin de la matinée, on compte 41 morts et 68 blessés dans les rangs des policiers. Véritable traumatisme pour les Égyptiens, les morts du 25 janvier 1952 deviennent les héros de l'histoire nationale. Un officier britannique et 12 soldats sont blessés durant la bataille. 3 soldats trouvent la mort. Une demande de reddition est une nouvelle fois ignorée et la bataille s'intensifie alors que le gouvernement égyptien ordonne à la police de résister. Malgré cette résistance féroce, les soldats s'emparent maintenant de points stratégiques. Très rapidement, de nombreux prisonniers sont capturés. En tout, ils sont près de 800. Moins d'une centaine d'entre eux faisant réellement partie de la police. Mal entraînés, indisciplinés et facilement déstabilisés, ces auxiliaires de police étaient une menace constante pour nos hommes et la ville. L'action entreprise fut drastique, mais elle était nécessaire. Le lendemain, en réponse à ce massacre, la capitale égyptienne est incendiée. L'annonce du massacre d'Ismaïla, dans ce contexte, déchaîne la violence. La matinée du 26 janvier débute par la manifestation de Boulouk Nizam Kerot, non loin du palais royal. Les étudiants viennent rapidement se mêler au cortège dont l'atmosphère est déjà électrique. Plus de 250 foyers sont allumés à travers la ville à partir de midi. Plusieurs heures durant, le centre européen du Caire est en proie aux flammes. Les bâtiments britanniques sont les premiers visés. Mais les incendiaires ne s'en prennent pas seulement aux installations britanniques. Les cinémas, les clubs, les bars, les magasins fréquentés par la classe dirigeante, les établissements de luxe sont également attaqués. Peu avant minuit, la loi martiale est proclamée. Au terme de la journée, le bilan humain et matériel est lourd. On dénombre une trentaine de morts et environ 500 blessés. Plus de 700 bâtiments ont été brûlés, en partie ou en totalité. Les émeutes vues par la télévision égyptienne. Selon la police, le choix des lieux incendiés était très précis et l'enquête a prouvé qu'ils avaient bien élaboré leur plan. Ce jour-là, le roi Farouk avait organisé des festivités pour la naissance de son fils tant attendu. Il avait invité des officiers de l'armée égyptienne. On pouvait voir les flammes depuis les fenêtres du palais Abidine, mais Farouk n'a rien fait pour éteindre le feu. Et l'opération pour éteindre le feu a duré 2 jours. Farouk a cru que les officiers étaient de son côté, mais le mouvement des officiers libres de Gamal Abdel Nasser se renforçait jour après jour. Les espions du palais et les services de renseignement américains connaissaient les objectifs du mouvement des officiers libres. Ils savaient qu'ils allaient faire la révolution. Mais Farouk ne voulait pas le croire. Et lorsqu'il a connu le nom des officiers renégats, il a simplement dit « C'est juste une poignée de gens ». Les mêmes émeutes vues par la BBC, la télévision britannique. Des photos du Caire prises avant les récentes et affligeantes émeutes montrent une grande ville bordée de belles rues et de bâtiments modernes, la plupart étant bien sûr le résultat d'investissements étrangers, notamment des cinémas, boutiques et hôtels qui permettaient à cette capitale orientale de recevoir les touristes. Le Caire ressemble désormais à une ville sur laquelle un blizzard se serait abattu. Les émeutes s'apparentent clairement à une attaque organisée contre les propriétés de ressortissants britanniques et internationaux. D'après les premières estimations, le coût total des destructions s'élève à 15 millions de livres. Face à l'évolution des incidents violents qui se sont succédés au début de l'année 1952, les officiers libres ont adopté le concept des assassinats politiques des figures de l'ancien régime, le considérant comme l'unique solution. La première cible est Hussein Seri Amer, l'un des officiers fortement impliqués dans le service des intérêts du palais. Tout commence par l'élection du président du club des officiers.
Un vote sans grand intérêt en apparence, mais dans le contexte de tension avec le roi Farouk, qui se méfie de ses officiers libres de Nasser, il faut qu'il garde la main sur l'armée en plaçant à ce poste un proche, un fidèle. Nasser et ses amis veulent également conforter leur position en prenant la présidence de ce club des officiers. Ils soutiennent donc la liste du général Neguib, liste sur laquelle figurent Zakaria Moyedine et Hassan Ibrahim. Le roi, évidemment, y voit une provocation et fait clairement savoir qu'il n'acceptera pas Neguib à la présidence de cette institution. Il faut dire que le général, auréolé de son prestige pendant la guerre de Palestine, où il a d'ailleurs été grièvement blessé à la poitrine, ne cache pas beaucoup son opposition au régime. L'élection pour laquelle Nasser et ses compagnons ont fait une vraie campagne se solde par l'écrasante victoire de Neguib. 276 voix contre 58 seulement pour Hussein Siri Amer. Fou de rage, le roi annule l'élection et nomme le perdant Siri Amer à la tête du club. Les officiers libres décident d'assassiner Amer qui symbolise à leurs yeux toutes les tares de la monarchie égyptienne. Tout simplement et froidement. Mais l'officier va survivre à l'embuscade et à la fusillade sur son véhicule qu'ils ont organisé cette nuit de janvier 1952. Amer est sorti indemne de cet attentat orchestré par les officiers libres. Ces derniers se jurent de ne plus recourir à ce moyen, à cette stratégie de l'assassinat ou du terrorisme pour arriver à leur fin. Mais cet attentat manqué a un peu plus conforté le roi Farouk dans l'idée que ces jeunes officiers libres veulent bien renverser le régime. Il faut rapidement les mettre hors d'état de nuire. C'est eux ou lui. Une chose est certaine, chacun sait qu'il doit tirer en premier. Mais qui le fera ? Nous en parlerons la semaine prochaine dans la suite de cette série d'archives d'Afrique consacrée à Gamal Abdel Nasser. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission sur le site de RFI ou sur l'application Archives d'Afrique que vous pouvez télécharger gratuitement sur iTunes ou sur Google Play. Dans un instant, une nouvelle édition. قد الهموم